Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et notre cher ami Martin Armstrong est avec nous. Bon retour parmi nous, Martin. Oh, merci de m'avoir invité, Nima. Comment vas-tu? Je vais bien. Martin, s'il te plaît, abonne-toi et clique sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Alors, Martin, commençons par ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie. Steve Witkoff s'est rendu là-bas, après ce plan, en 28 points de l'administration Trump. En ce moment, Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, est allé en Russie. Pendant 5 heures, ils ont discuté avec des responsables russes. Par responsable russe, j'entends que nous avions Poutine du côté russe et du côté américain, Kushner avec Witkoff. Le ministre russe des Affaires étrangères n'était pas présent, car Lavrov n'était pas là, mais Ushakov et Kirill Dmitriev étaient aux côtés de Vladimir Poutine pour parler avec la délégation américaine, si l'on peut l'appeler ainsi. Comment vois-tu la situation de la guerre en Ukraine? Eh bien, comme vous le savez, on m'a appelé et on m'a demandé d'écrire un plan de paix. Et j'ai été plutôt surpris, en fait, qu'on me demande de faire cela. Mais je pense qu'après de nombreuses discussions et tout le reste, le vrai problème a été que l'administration Trump a été, je dirais, infiltrée dans une certaine mesure par les néoconservateurs. Je connais beaucoup de gens comme Mnuchin, vous savez, le secrétaire au Trésor. Mais regardez, la plupart des gens ne réalisent pas. Oui, ils savent qu'il a travaillé pour Soros, d'accord, mais c'est à peu près tout ce qu'ils savent. La véritable histoire, c'est qu'il était le cerveau derrière Soros. Soros n'était pas ce grand trader. J'ai souvent fait des transactions contre lui. C'est Mnuchin qui a vendu à Soros l'idée de parier contre la livre sterling. C'est ce qui l'a vraiment rendu célèbre. Très bien. Donc c'était vraiment lui le cerveau derrière tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, ce dans quoi je me suis retrouvé impliqué auparavant, c'est qu'il me demandait d'investir 10 milliards de dollars. C'était pour un changement de régime en Russie, d'accord? Et on m'a dit, mets 10 milliards, tu en récupéreras 100. En gros, ils envisageaient de renverser Eltsine, de placer Berezovsky, et ensuite, tous les actifs de la Russie seraient échangés via les salles de marché de New York. D'accord? J'étais au cœur de tout cela. Donc ce n'est ni de la spéculation, ni autre chose. Très bien. Si tu regardes ce que dit Blinken, il a toujours été opposé à la paix. Il ne se déclare pas pour une guerre sans fin, mais il reste anti-russe. Très bien. J'ai eu des contacts avec Rubio. C'était aussi un néoconservateur. Très bien. Quand il est devenu secrétaire d'État, j'ai été un peu surpris. J'en ai parlé à Washington et on m'a dit qu'il représentait le compromis avec les néoconservateurs. Très bien. Si j'en parle, c'est parce que, si vous regardez ce que Bezant dit, je pense que ces types poursuivent toujours la même idée. S'emparer de tous les actifs de la Russie, les faire passer par les salles de marché de New York et se faire une fortune à nouveau. Il y a environ 75 000 milliards de dollars d'actifs là-bas. Donc cela dit, je pense que c'est pour cela qu'on m'a fait venir, parce qu'ils savaient que j'étais au cœur de tout cela. L'entreprise dans laquelle ils me demandaient d'investir les 10 milliards de dollars, c'était Hermitage Capital Management. C'est la société que Poutine a saisie. Ironiquement, après tout cela, on m'a dit « Nous sommes vraiment désolés pour ce que les Clinton t'ont fait, mais en réalité, cela t'a donné plus de crédibilité. » Dans le sens où Poutine sait quelle était ma position sur tout cela et que j'ai refusé. Donc je suppose que c'est pour cela qu'on m'a convoqué, parce que j'étais en quelque sorte de l'autre côté de toutes ces absurdités. Ce qui m'inquiète, c'est que, tu sais, Witkoff a fini par y aller à la place de Rubio. Et tu sais, le plan de paix que j'ai élaboré,
j'ai dit, écoutez, ce qu'on m'a demandé de faire, c'était d'écrire un plan que selon moi, Poutine accepterait. Très bien. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez le télécharger sur notre site. Je l'ai expliqué dans tout le rapport. Donc je pense avoir réussi à changer le récit, que le véritable ennemi ici, c'est l'Europe, pas la Russie. La Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Europe. Elle n'y trouverait rien. L'Europe doit obtenir toute son énergie de la Russie. Il n'y a vraiment aucune réserve d'or dont tu parles. Tout ce qu'il ferait, ce serait d'entrer dans Paris. Et les Français paieraient maintenant nos retraites. C'est à peu près tout. Tu sais, la guerre, tout au long de l'histoire, a toujours dû avoir quelque chose à y gagner, au moins pour rentrer dans ses frais. Je veux dire, Alexandre le Grand ne pouvait pas simplement dire « Bon, allons conquérir ce pays ». Eh bien, qu'est-ce qu'on en retire? Oh, rien. Il lui aurait dit « Oui, amuse-toi bien, tu es tout seul », parce que les troupes étaient payées avec le butin. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Japon est allé en Mandchourie pour les ressources. Donc ici, il n'y a rien. Le vrai problème que nous avons, c'est que l'Europe pense pouvoir conquérir la Russie, s'emparer des 75 000 milliards de dollars et renaître de ses cendres, être comme l'Empire romain et dominer à nouveau le monde. Ensuite, c'est la même absurdité avec le Venezuela. Il faut soulever un peu le tapis. Trump prétend qu'il s'agit de drogue. Cela lui permet d'utiliser cette compétence en matière de tarifs douaniers. Très bien, car autrement, les tarifs, selon la Constitution, relèvent exclusivement du Congrès. Il faut donc qu'il s'agisse d'une question de sécurité nationale pour qu'il puisse invoquer cette loi d'urgence. C'est pourquoi il a parlé de drogue venant de Chine, du Venezuela, et ainsi de suite. Ce qui est vraiment en jeu, c'est que le Venezuela possède de loin plus de réserves de pétrole que l'Arabie saoudite. C'est le plus grand du monde. Leur principal client est la Chine, et ils sont aussi alliés avec la Russie. Donc d'accord, on peut titrer que c'est à cause de la drogue, mais c'est pas le cas. Il s'agit de la conquête du Venezuela, s'emparer de toutes les réserves de pétrole et y installer des entreprises américaines. Ainsi, le Venezuela est attrayant pour les États-Unis, tandis que la Russie l'est, pour les mêmes raisons financières pour l'Union européenne. Très bien. En ce qui concerne la Russie, j'ai eu plusieurs réunions, et comme je l'ai dit, ils n'ont aucun intérêt à pénétrer en Europe. Je pense avoir réussi à les en convaincre. Quant au plan que j'ai présenté, nous verrons bien. Je ne sais pas s'ils suivront ma suggestion, mais j'ai dit que soit l'Europe accepte le plan, soit les États-Unis devraient quitter l'OTAN. Je les ai avertis que l'OTAN essaierait de créer un faux prétexte pour justifier une guerre. À ma grande surprise, lorsque j'ai dit que nous devrions quitter l'OTAN, je n'ai rencontré ni moquerie, ni résistance. Au contraire, j'ai entendu « Oui, nous savons, vous avez raison ». Voilà ce que je peux dire depuis les coulisses ici. Et vous savez, on m'a demandé, parce que nous avons des bureaux dans le monde entier et que je fais ça depuis près de 50 ans, ils savent que j'ai tous les contacts. Donc je pense qu'on m'a appelé et qu'on m'a spécifiquement demandé « Pouvez-vous utiliser vos canaux officieux pour entrer en contact avec la Russie et savoir ce qu'il en est ?» J'ai dit « Très bien, je le ferai ». Je crois que le plan que j'ai présenté a été posé sur le bureau de Poutine. Et je crois aussi que 2 jours plus tard, c'est à ce moment-là que Lavrov est sorti en disant « Nous sommes prêts à garantir que la Russie n'est pas intéressée à rejoindre l'OTAN », parce que c'était tout l'objet du rapport que j'ai rédigé. On m'a dit qu'il avait été remis sur le bureau de Poutine, et 2 jours plus tard, nous avons eu cette réponse. Je ne vous entends pas. Par quoi? La Russie n'est pas intéressée par la conquête de l'Europe. Il n'y a rien là-bas pour elle.
Parce que Poutine l'a mentionné. Il a dit « C'est absurde, mais nous allons l'inclure dans le plan s'il le souhaite. » Oui, écoutez, la Russie est le pays le plus riche du monde du point de vue des ressources naturelles. Ils ont tout, l'or, les diamants, le pétrole, le bois et les terres rares. Donc ce que j'ai suggéré, c'est que, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, nous levions les sanctions et permettions aux entreprises américaines d'aller en Russie pour créer des co-entreprises dans le domaine des terres rares. Stratégiquement, je pense qu'ils aiment cette idée, car elle permettrait encore une fois de diviser la Russie et la Chine. La Russie dépend également de la Chine pour les terres rares. Ils ont la technologie pour l'extraction, mais manquent de capitaux. J'ai donc proposé, vous savez, un partenariat, permettre aux entreprises américaines d'y aller et de fournir le capital. Très bien, la Russie a l'expertise. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que sont les terres rares. Ils ne sont pas vraiment si rares. C'est juste qu'on ne les trouve pas dans une veine concentrée comme l'or, d'accord? Ils sont dispersés, donc il faut un autre type d'extraction pour les obtenir. Pourquoi sont-ils si importants? Il faut 920 livres de terres rares pour fabriquer un seul F-35. Très bien, donc on entre ici dans des questions de sécurité nationale. Ça faisait partie du plan. J'ai dit que nous ferions une co-entreprise qui aiderait aussi la Russie à se détacher de la Chine, un peu comme Kissinger et Nixon, alors que nos néoconservateurs les ont ensuite rapprochés à nouveau. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que le général de l'OTAN vient de déclarer, je ne suis pas sûr que ce soit déjà dans la presse, qu'il a même justifié une frappe préventive de l'OTAN contre la Russie au nom de prétendues attaques hybrides. Comment prouve-t-on une attaque hybride? Vous savez, écoutez, je pense que l'autre raison pour laquelle on m'a fait venir, c'est qu'ils comprennent la crise économique. Très bien. Parce que lorsqu'ils formaient l'euro, comme vous le savez, on m'a aussi fait venir pour cela, très bien, on m'appelle pour à peu près toute création de devises étrangères ou autres. Et je leur ai expliqué que si vous voulez créer une monnaie unique et espérer rivaliser avec le dollar américain, vous devez consolider le marché de la dette. C'est alors qu'Helmut Kohl, qui était le chancelier de l'Allemagne à l'époque, avant sa mort, a admis qu'il avait agi comme un dictateur et que s'il avait permis au peuple allemand de voter, il aurait perdu à 7 contre 3. Il a donc fait entrer l'Allemagne sans aucun vote public. Très bien. Et pour faire cela, je veux dire, l'Allemagne représente 25% de l'euro. Il a insisté pour qu'il n'y ait aucune mutualisation de la dette, car sinon les Allemands penseraient qu'il s'agissait d'un renflouement pour la Grèce et l'Italie, etc. Donc le problème que j'ai expliqué est le suivant. En tant que gestionnaire de fonds spéculatifs, je peux décrocher le téléphone et dire « Achetez-moi pour 20 milliards de dollars de bons du Trésor américain. » Aucun problème. C'est le marché le plus profond du monde. En revanche, avec l'Europe, je ne peux pas faire ça. Je dois encore prendre la même décision que si l'euro n'existait pas. Est-ce que je veux de l'Allemagne? Est-ce que je veux de la France? Est-ce que je veux de l'Italie? Très bien, c'est la même chose que si les monnaies existaient encore. C'est pourquoi je les ai avertis. Écoutez, à moins de mutualiser la dette, l'euro ne pourra jamais rivaliser avec le dollar. Et déjà en 1988, on m'a dit, nous comprenons, vous avez raison. Cependant, il nous suffit d'introduire l'euro pour créer leur bureaucratie, leur parlement, etc. Et ensuite, nous nous occuperons des dettes plus tard. Nous y voilà, plus de 25 ans plus tard, et ils ne se sont toujours pas occupés des dettes. Voilà les politiciens. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'inquiète, c'est que l'UE est aujourd'hui sous une véritable ombre. Le Royaume-Uni est sorti, le ministre des Finances français s'est exprimé,
et tous deux ont admis qu'ils pourraient avoir besoin d'un renflouement du FMI. Maintenant, comme ils n'ont jamais consolidé la dette, voici le cauchemar. Dans le système bancaire américain, même au Canada, les réserves d'une banque sont la dette nationale. D'accord? En Europe, comme il n'y a pas de dette nationale, ils ont une corne d'abondance des dettes de tous les États membres. Mais il faut rester politiquement correct, vous savez. Alors, que va-t-il se passer? C'est la même chose, et vous pouvez le vérifier, que ce qui s'est passé après 2010, lorsque la Grèce a eu des problèmes. Les traders vont regarder et dire, d'accord, quelle banque détient le plus de dettes françaises? En supposant que la France s'effondre. D'accord? Vous allez vendre cette banque à découvert. Donc on parle ici d'une crise bancaire pour l'Europe. Ensuite, en plus de cela, 70% de la dette nationale ou des fonds de pension doivent être investis dans la dette souveraine. Vous anéantissez donc les fonds de pension. Comme je m'occupe à la fois du volet économique et du volet géopolitique, je pense que c'est pour cela qu'on m'a appelé. Et ils ont réagi. Putain. J'ai dit, c'est le problème de l'Europe. Et ce n'est pas qu'ils ne le savent pas. Comme je l'ai dit, les deux ministres des Finances du Royaume-Uni et de la France viennent d'admettre qu'ils pourraient avoir besoin d'un renflouement du FMI. Le simple fait de dire signifie qu'ils ont des difficultés à vendre leurs dettes. Très bien. Et ensuite, ces idiots se mettent à battre le tambour de la guerre. Et la première chose à faire, on n'achète pas de dette publique en temps de guerre. D'accord, c'est une chose si la Russie envahissait réellement, un peu comme Pearl Harbor aux États-Unis. Là, le peuple s'est rallié. Avant cela, ils n'avaient pas réussi à obtenir que les Américains ou le Congrès s'impliquent pour rejoindre une guerre en Europe. Le Congrès rejetait toujours chaque déclaration de guerre. Il a fallu Pearl Harbor pour que cela change. Il faut être attaqué. Très bien. Donc c'est ça, le but d'un faux drapeau. L'OTAN va mettre en scène une sorte de faux drapeau. Le ministre ou le général vient justement de déclarer « Nous pouvons mener une frappe préventive contre une attaque hybride ». Très bien, donc pas de bombes ni rien d'autre. Oh, ils ont essayé de brouiller notre radar, donc ça suffit. Et voilà, on déclenche la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, c'est le reflet de la situation désespérée là-bas. Et au lieu de se réformer, écoutez, j'ai parlé à ces gens, je pourrais résoudre le problème en 15 minutes. Le problème, c'est qu'ils devraient abandonner un peu de pouvoir, donc ils ne le feront pas. Voilà comment on en arrive là. Ils ont choisi d'avoir besoin d'une distraction, et cette distraction, c'est la guerre avec la Russie. Et ensuite, les gens, s'ils font défaut sans distraction, les gens vont prendre leur fourche et aller prendre d'assaut les parlements. Ils ont perdu leur retraite, tu sais, tout le reste. Donc, c'est vraiment ce à quoi tu assistes. Et je veux dire, tu peux le vérifier. C'est pas quelque chose de nouveau. Les gouvernements font ça depuis des milliers d'années. Quand ils sont en difficulté, ils se trouvent un ennemi extérieur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment. Et tu sais, la Russie va en grande partie être la victime ici. Je veux dire, ce sera, regarde, Trump a fait une remarque sarcastique à ce sujet. Ouais, la Russie, c'est un tigre de papier. L'Ukraine, tu peux récupérer toutes tes terres et en prendre encore plus. C'était pas sérieux, c'était du sarcasme. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que l'OTAN raconte à tout le monde là-bas. Tu avais même Kinzinger, le néocon impitoyable ici en Amérique. Cherche sur Google. Il est sorti et a dit, je crois que c'était à NBC News, on pourrait prendre la Russie en 3 jours. 3 jours. Je veux dire, on n'a même pas pu prendre l'Irak en 3 jours. Ça a pris 9 ans. Ces gens sont délirants. Tu avais Dick Cheney, tu sais, quand il parlait d'aller en Irak, il disait « Oh non, ça ne prendra pas des mois,
on parle seulement de quelques semaines. 9 ans. Ils répètent toujours les mêmes conneries. Martin, vous avez mentionné que les États-Unis peuvent menacer l'Europe, que si elle poursuit cette politique absurde en Ukraine, les États-Unis pourraient quitter l'OTAN et la laisser se débrouiller seule. Que peut faire d'autre Washington pour faire pression sur les Européens afin d'obtenir une forme d'accord en Ukraine? Car, après tout, nous savons à quel point l'Europe est importante pour tout règlement là-bas. Elle fait partie de la région, et la Russie veut, d'une manière ou d'une autre, conclure un accord pour établir une architecture de sécurité avec l'Europe. Le problème, c'est qu'ils ont des néoconservateurs. Callas, c'est une néoconservatrice impitoyable. C'est juste Lindsey Graham en version travestie. Voilà tout. Elle vient de déclarer que pour que la Russie réintègre le groupe des UI, il faut un vote unanime et qu'elle ne le donnera jamais. Je veux dire, ces gens-là, écoutez, je vais vous dire ce que je leur ai dit en réunion. Dans l'administration Biden, il y avait Victoria Nuland, Blinken et Garland. Tous les trois sont des néoconservateurs. Tous les trois, regardez leur parcours, affirment que leurs familles viennent des Balkans, qu'elles ont été persécutées par les Russes. Madeleine Albright, une autre néoconservatrice impitoyable. C'est elle qui a poussé l'OTAN à envahir et bombarder la Serbie. Pourquoi? Parce que les Serbes étaient pro-russes. Elle venait de Tchécoslovaquie. Pareil, elle détestait les Russes. Lisez les mémoires de Colin Powell. Elle l'a complètement dégoûté. Elle a dit, nous avons toutes ces armes. Pourquoi ne pas simplement les utiliser? Ces gens-là, je ne sais pas. Ce que je leur ai dit, c'est ceci. J'ai dit, écoutez, à mon avis, c'est de la trahison. Tous ces gens qui se faufilent dans des postes gouvernementaux mènent des guerres pour des raisons de vengeance personnelle. C'est comme si je devenais président et que je les envoyais tondre ma pelouse chez moi. On ne peut pas faire des choses pareilles. Tout cela, c'est une vendetta personnelle. Callas, c'est la même chose. Aucune différence. Je veux dire, c'est elle qui a même déclaré que la Russie est trop grande et devrait être morcelée. Et si Poutine disait ça de l'Europe, nous devrions conquérir l'Europe et la démanteler entièrement. Ce serait, oh, à la une des journaux, si c'est acceptable pour elle de dire ça à propos de la Russie. Ouais, John McCain. Enfin, écoute, quand j'ai serré la main de John McCain, j'ai eu l'impression d'avoir besoin d'une douche. Il était là, sur la place Maïdan. Et en gros, tout ça, c'est à propos de toi et seulement de toi. C'est censé être pour la paix, tu vois. Renverse ton gouvernement, et ensuite, qu'ont-ils fait? Ils ont mis en place un gouvernement intérimaire et leur ont dit d'attaquer le Donbass. Ça n'a jamais été une question de paix et aucun d'entre eux n'en a rien à faire qu'un seul Ukrainien soit encore en vie. Tu vois, c'est ce qu'ils faisaient en Roumanie. Et puis le type qui a été élu, en gros, c'était « Oh, eh bien, il était vraiment influencé par la Russie, etc. » Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait tout ça? Très bien. Lors de la deuxième élection, Macron est même allé là-bas pour s'assurer que l'UMM l'emporte. Pourquoi? Parce que l'OTAN construit la plus grande base destinée à attaquer la Russie en Roumanie. Le peuple roumain a voté contre tout ça parce qu'il sait ce qui se passe, que l'UMM se moque complètement des Européens de l'Est. On les envoie là-bas, on leur donne une arme, on leur dit d'aller tuer des Russes. Et ce que j'ai entendu, très méprisant. Qui s'en soucie vraiment? Ils étaient tous communistes de toute façon. Enfin, écoutez, j'ai parlé à des gens en Roumanie et on leur a dit par l'UMM qu'ils devaient accepter 100 000 migrants du Moyen-Orient. Ces gens sont dérangés. Ils pensent qu'ils peuvent faire venir ces personnes, leur mettre une arme dans les mains et aller tuer des Russes.
Vous savez, je les ai prévenus. J'ai dit que la dernière fois que quelqu'un avait essayé ça, c'était l'empereur romain Valens, vers 364. Attila le Hun arrivait. Il a laissé entrer les Goths, les a formés, d'accord? Il pensait renforcer son armée contre Attila le Hun. Ils ont dit merci beaucoup, puis se sont retournés, ont attaqué les Romains et ont tué l'empereur au combat. Très bien, donc vous laissez entrer toutes ces personnes du Moyen-Orient. Elles ne sont pas là pour défendre l'Europe au nom de la démocratie et des idées. Je veux dire, elles sont là pour un repas gratuit. Vous savez, je ne sais pas. Notre ordinateur ne montre rien d'autre qu'une montée des troubles civils l'année prochaine. Et j'ai fait de mon mieux pour... Comme tu le sais, je veux dire, les ordinateurs. Martin, comment vois-tu la possibilité d'un conflit, d'une escalade entre la Russie et l'Europe? Oh, très élevé pour l'année prochaine, absolument. Mais moi, en réalité, c'est l'Europe qui commencera, pas la Russie, quoi qu'ils en disent. Oh, la Russie a fait ceci, ou la Russie a fait cela, ou peu importe. Écoutez, nous avions des employés à Kiev et à Donetsk. Quand Poutine est d'abord intervenu, il est allé directement jusqu'à Kiev. Et il y avait toute une colonne de chars, vous pouvez le vérifier. J'étais inquiet. J'ai dit, écoutez, j'enverrai un jet privé pour faire sortir mon personnel. Et ils ont répondu, pas nécessaire, ils ne font rien. J'ai demandé, que se passe-t-il? Ils ont dit, c'est juste pour la forme. Il avait placé les chars là pour montrer qu'il aurait pu prendre Kiev, mais ne l'a pas fait. Puis il les a retirés. Très bien, tout ce non-sens. Oh, la Russie est faible. Ils n'ont pas réussi à prendre l'Ukraine. Il n'a jamais voulu le faire. Il aurait pu. Très bien, il a appelé cela une mission spéciale et c'était simplement pour protéger les Russes du Donbass. Point final. Très bien, vous savez, le film qu'ils ont fait sur moi, The Forecaster, il est apparu en Russie et tous les sous-titres ont été réalisés par l'équipe de Donetsk. Ce sont des Russes, ils parlent russe. Donc vous savez, j'ai été au cœur de beaucoup de ces affaires. Ce n'est pas de la spéculation, ni une théorie ou quoi que ce soit. J'y ai été, je l'ai fait et je connais toutes les facettes de la situation. Mais je pense que vous verrez que l'UMMR devient désespéré. Je pense qu'ils vont créer une sorte de justification sous faux drapeau. Et ils vont devoir dire que la Russie a fait quelque chose. Parce que pour faire cela, on appelle ça se rallier au drapeau. Et vous pouvez le vérifier. Ils savent que si vous dites « D'accord, très bien, inscrivez-vous, rejoignez l'armée, nous voulons aller envahir la Russie », ils n'auront pas de volontaires. Il faut pouvoir dire « La Russie vient de nous attaquer », comme le Japon à Pearl Harbor. Alors tout le monde s'est porté volontaire. C'est ce qu'on appelle se rallier au drapeau. C'est le but d'un faux drapeau. Et même Pearl Harbor, vérifiez-le, il était largement admis que tout d'abord FDR avait délibérément gelé tous les avoirs japonais aux États-Unis, tout comme nous l'avons fait avec la Russie. Et ensuite, il a imposé un embargo. Ils obtenaient toute leur énergie des États-Unis. Lorsque le Japon a déclaré qu'il allait se procurer de l'énergie ailleurs, FDR a dit « Nous allons imposer un embargo autour du Japon pour que vous ne puissiez obtenir de l'énergie de personne d'autre. » Il a tout fait pour provoquer la guerre. Et il y a eu une enquête du Sénat à ce sujet, car quelques jours auparavant, il avait retiré tous les porte-avions stratégiques de Pearl Harbor. Puis il s'est avéré, et vous pouvez le vérifier sur notre site, qu'il y avait eu une fuite. J'ai publié l'article du journal dans le Honolulu Tribune quelques jours avant. Il disait que nous allions être attaqués le week-end. Il savait. Et l'enquête du Sénat a eu lieu parce qu'il est apparu que les États-Unis avaient déchiffré le code japonais. Leur conclusion a été « Eh bien, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que FDR en ait réellement eu connaissance. »
Tout le monde le savait, sauf lui. Allons donc. Il ne pouvait pas entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Europe. Point final. Le Congrès n'aurait jamais voté une déclaration de guerre. Il avait donc besoin de la tactique du ralliement autour du drapeau. Il faut être attaqué. Et c'est pourquoi cet amiral italien vient justement de déclarer qu'il pourrait lancer une frappe préventive contre la Russie en réponse à une attaque hybride. Donc je serais inquiet. Et il pourrait le faire dès janvier ou février. And they may do it as soon as January, February. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Eh bien, merci de m'avoir invité. Prenez soin de vous là-bas. Au moins, vous êtes hors de portée des tirs. Ouais. Ouais. À bientôt, Martin. Très bien. Prends soin de toi. Au revoir. Goodbye.